Design pédagogique, introduction au modèle ADDIE. Dans cette capsule, vous pourrez vous approprier une démarche de pédagogique simple inspirée du modèle ADDIE. C'est très important parce que ça structure la deuxième partie du présent mot. Donc, c'est une démarche de design pédagogique qu'on vous convie pour concevoir les activités d'apprentissage, d'évaluation dans vos cours. On va voir le modèle ADDIE, on va voir un peu plus tard aussi un modèle ludique et simple qui s'appelle ABCLD. Qu'est-ce que le design pédagogique? Le terme design pédagogique suppose un processus de planification marqué au coin de la précision et de la rigueur. Dans certains cercles, on appelle ça l'ingénierie pédagogique, ce qui renforce encore le caractère formel. À quoi ça s'applique le design? En fait, les modèles de design pédagogique visent à guider les enseignants, les formateurs, les concepteurs dans le développement de systèmes d'apprentissage, qu'il s'agisse de cours, de programmes d'études, de leçons ou d'activités d'apprentissage. Selon l'unité où on le regarde, on va pouvoir parler de macro-design ou de micro-design. Dans le cas présent, quand on va regarder une planification à l'échelle de votre cours, on va parler de macro-design. Et quand on va regarder une planification à l'échelle d'une leçon ou de quelques leçons, on va parler de micro-design. Alors, on a assimilé le design pédagogique à un processus de résolution de problèmes. Quel type de problème? En fait, un problème d'alignement pédagogique, c'est-à-dire où la solution va consister à regrouper dans un système cohérent des objectifs d'apprentissage, d'une part, et des stratégies pédagogiques, des activités d'apprentissage, des moyens d'évaluation et de rétroaction qui vont permettre d'atteindre les objectifs à partir des connaissances, des caractéristiques des personnes qui vont être les apprenants, puis en respectant les contraintes dans lesquelles la formation doit s'implanter. Alors, les différentes étapes du design pédagogique. On a plusieurs modèles de design pédagogique, mais dans le cas du modèle ADDIE, on a un modèle assez simple qu'on peut décliner en 5 étapes: analyse, design, développement, implantation et évaluation. On va revenir sur chacune de ces étapes-là. La première étape, c'est l'analyse de la situation éducative. Il s'agit de réfléchir à votre cours, à la situation d'apprentissage, à la situation de vos apprenants. La situation éducative, quel est le contexte particulier du cours ou du programme dans lequel vous allez enseigner, à distance dans ce cas-ci? Est-ce qu'il y a des préalables ou non à ce cours-ci? Est-ce qu'on mise sur des apprentissages déjà réalisés? Certains cours sont conçus en fonction d'une compétence finale, notamment au collégial. Ou si on n'a pas une compétence finale, des fois, on va formuler des objectifs terminaux pour le cours ou encore une cible d'apprentissage pour l'ensemble du cours. Donc, qu'est-ce qui a été formulé pour l'ensemble du cours en termes d'objectifs d'apprentissage, de cible ou de compétences? Quelles sont les caractéristiques des apprenants? Quelle est la situation du cours? Alors, l'analyse de la situation éducative, on va vous proposer tout d'abord de réfléchir aux problématiques d'apprentissage. Vous enseignez un cours particulier dans un domaine particulier. Ce cours-là peut présenter des défis. Par exemple, dans l'enseignement des sciences, on a souvent des conceptions alternatives, des conceptions fausses qu'il faut contrer. Vous connaissez probablement les défis particuliers que l'enseignement de votre propre cours à votre clientèle particulière pose. Donc, il s'agit d'abord de simplement les identifier. Est-ce qu'il y a une problématique de motivation? On a vu qu'en formation à distance, ça pouvait être facilement le cas. Est-ce qu'il y a une problématique d'engagement? Je dirais qu'il y a des défis effectivement particuliers liés au contexte de la formation à distance qui se posent. Il y a aussi des contraintes de combien de temps disposez-vous pour faire le design de votre cours. Est-ce que vous avez de l'aide dans votre établissement auprès de conseillers pédagogiques locaux ou nationaux, par exemple du récit? À l'intérieur de combien de temps est-ce que vous devez développer ça? En fait, toutes ces caractéristiques-là sont des inputs qui vont venir influencer les choix que vous allez faire. La deuxième étape, c'est l'élaboration de la stratégie pédagogique, le design lui-même. Donc, pour commencer cette étape-là, vous êtes conviés à analyser les intentions de formation. C'est quoi les intentions de formation? Je vais commencer d'abord à vous dire que si vous visez une démarche d'apprentissage actif, vous allez peut-être vouloir réfléchir d'abord à une production qui serait réalisée par les étudiants. Si on veut miser sur l'apprentissage actif, on va très, très souvent demander une production, quelque chose qui va être créé par les étudiants puis partagé soit à l'échelle du groupe ou soit plus largement encore. Vous allez réfléchir aux choix technologiques, vous allez formuler des objectifs d'apprentissage, déterminer de quel type d'apprentissage il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'apprentissage cognitif, affectif, etc. Vous allez caractériser les objectifs en fonction d'une taxonomie appropriée. Puis ensuite, vous allez planifier une stratégie d'évaluation. Vous allez aussi choisir des méthodes d'enseignement en fonction de l'ensemble de ces éléments.
Je vous parle d'abord des choix technologiques. Pour moi, le mot d'ordre doit être la simplicité. Vous devez orienter vos choix technologiques sur ce que vous maîtrisez et sur ce que maîtrisent vos étudiants. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que votre établissement met à votre disposition. Est-ce que vous connaissez bien ce que votre établissement ou encore votre commission scolaire met à votre disposition? Dans beaucoup d'établissements, on a un environnement numérique d'apprentissage. Moodle est très, très répandu à l'université, dans les cégeps, commence aussi à apparaître au primaire et au secondaire, mais on a d'autres environnements d'apprentissage comme Brightspace, Brio à l'Université Laval, Canva. On va aussi vouloir peut-être un outil pour les rencontres synchrones, par exemple Zoom, Teams, Big Blue Button. Les rencontres synchrones, c'est les rencontres qui se déroulent en temps réel. Prochaine sous-étape, la formulation des intentions de formation et des objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce qu'un bon objectif d'apprentissage? En fait, un objectif d'apprentissage comporte un verbe d'action, un contenu, c'est formulé du point de vue du sujet. Si je veux sensibiliser les étudiants à l'importance du design pédagogique, c'est un objectif formulé de mon propre point de vue, donc ce n'est pas un objectif d'apprentissage. Si je veux vous permettre de comprendre l'importance, ce n'est pas un objectif d'apprentissage. Comprendre n'est pas un verbe d'action. D'où viennent les objectifs d'apprentissage? Il faut réaliser que les pédagogues sont partis du fait que l'apprentissage ne s'observe pas directement, ça se passe entre les deux oreilles, puis pour se prononcer sur un apprentissage qui a été réalisé, on doit se demander qu'est-ce qu'un apprenant peut produire qui va nous permettre d'inférer que l'apprentissage a été réalisé. Donc, c'est ça l'idée des verbes d'action. Un verbe d'action doit correspondre à un comportement observable. Donc, au minimum, un objectif d'apprentissage comprend un verbe d'action, un contenu est formulé du point de vue du sujet. Si on veut aller plus loin, on va mettre un critère de performance et un contexte de réalisation. En ce qui concerne la caractérisation de vos objectifs d'apprentissage, vous pouvez vous demander à quel type d'apprentissage correspondent vos objectifs. La grande majorité d'entre eux vont avoir trait au domaine cognitif et au domaine métacognitif. On a une typologie bien connue, typologie d'Anderson, Bloom et Krathwohl pour ça. On va y revenir. Mais on a aussi d'autres types d'apprentissage. Dans certains cours, on a des habiletés socio-affectives, on a des habiletés sociales. Si on veut développer ce type d'habileté-là, ça ne demande pas le même type d'intervention pédagogique que si on veut développer des connaissances, des compétences. Dans certains cas, on va vouloir développer des valeurs, des attitudes. À ce moment-là, on a des typologies particulières qui sont disponibles, par exemple la typologie de Krathwohl. Dans d'autres cas, on va vouloir développer des apprentissages psychomoteurs. C'est vrai en éducation physique, mais ça pourrait être vrai en laboratoire, en sciences et dans d'autres domaines aussi. Donc, selon la nature de l'apprentissage que vous voulez réaliser, vous allez pouvoir caractériser l'apprentissage en fonction d'une typologie appropriée. Ensuite, on vous demande quel type de démarche est-ce que vous allez privilégier. Je vous dirais que dans les cours qu'on connaît, en tout cas c'est le cas au cégep et à l'université, on utilise beaucoup la démarche déductive qui est présentation de la théorie, présentation d'un premier exemple, d'un deuxième exemple ou présentation d'un concept. Ensuite, on distingue le concept des concepts apparentés, mais il y a la démarche inductive qui est sous-utilisée très souvent, qui est faire découvrir plutôt les cas particuliers puis revenir à la théorie. Donc ça peut être très intéressant et je vous rappelle qu'en science, les progrès de la science ont été faits au moins autant par la démarche inductive que par la démarche déductive. On a aussi d'autres démarches. On a la démarche analogique. Qu'est-ce que c'est la démarche analogique? C'est la métaphore. La démarche dialectique, c'est plutôt argument, contre-argument, synthèse. Nos professeurs de philosophie sont bien au courant de ce type de démarche-là. Puis ensuite, on a aussi la possibilité d'utiliser une démarche divergente quand on veut créer des brainstorming, des tempêtes d'idées, quand on veut partir du 1 puis créer une profusion d'idées, avoir recours à la créativité, on va parler de démarche divergente. Donc, je voulais simplement vous illustrer qu'au-delà de la démarche déductive, il y avait d'autres démarches sur lesquelles vous pouviez fonder vos interventions pédagogiques. Ensuite, en fait, on va vous inviter à positionner le modèle du cours en termes de stratégie d'enseignement sur 3 curseurs. Cette approche-là nous vient de Chamberlain, Marquis et ses collègues. Alors, la première chose à vous demander, c'est est-ce que votre approche pédagogique sera magistro-centrée ou pédocentrée? Une approche magistro-centrée, c'est une approche où vous gardez beaucoup de contrôle sur l'apprentissage qui sera réalisé par les apprenants. L'enseignement magistral, la démonstration en sont des exemples. Plus vers les apprenants, si vous faites de l'enseignement magistral interactif, alors déjà, vous déplacez le curseur peut-être un peu plus vers le milieu, puis on pourrait dire que l'enseignement magistral interactif est un peu la première forme d'apprentissage actif, puis vous allez
plus à droite vers le curseur si vous adoptez des approches où vous laissez vraiment beaucoup plus de contrôle aux apprenants. L'approche par projet serait vraiment un bon exemple d'une approche très pédocentrée parce que les étudiants peuvent choisir un projet. Donc, plus les étudiants ont de choix, plus les apprenants ont de choix, plus l'approche est pédocentrée. Mais on n'aura pas nécessairement des approches à chacun des deux extrémités du curseur. La deuxième dimension sur laquelle vous êtes invité à vous prononcer, c'est dans quelle mesure est-ce que l'apprentissage va être individuel ou sociocentré. Un apprentissage sociocentré, c'est un apprentissage où le groupe est un moteur d'apprentissage. Si vous pensez utiliser l'apprentissage collaboratif, le travail d'équipe, l'apprentissage coopératif, donc vous allez être dans le curseur plutôt socio-centré. Si vous utilisez beaucoup des lectures, des visionnements de vidéos, vous êtes plus dans l'apprentissage individuel. Moi, je vous dirais qu'il est intéressant d'utiliser les deux, d'utiliser une combinaison d'apprentissage individuel, d'apprentissage en équipe, en petits groupes, et d'apprentissage en classe, en grand groupe, qui est une dimension un petit peu différente. Ensuite, vous allez devoir vous demander jusqu'à quel point l'apprentissage va être médiatisé. La médiatisation, c'est un intermédiaire entre l'apprenant et le contenu. Par définition, quand on est en formation à distance, on est presque nécessairement dans un apprentissage médiatisé. On a la technologie qui médiatise les interactions entre nous et les apprenants eux-mêmes, entre les apprenants et le contenu. Donc, on a certainement au moins une certaine médiatisation. Ensuite, si vous avez positionné vos curseurs, je vous dirais qu'il y a un certain nombre de méthodes d'enseignement qui vont être caractéristiques de ces curseurs-là. Donc, si vous utilisez des approches pédocentrées qui sont sociocentrées aussi et où vous allez utiliser la médiatisation, vous allez être dans des formes d'apprentissage actif. Je dirais qu'il y a 3 méthodes d'enseignement particulières qui sont caractéristiques de l'apprentissage actif, l'apprentissage coopératif ou collaboratif, l'apprentissage par problème ou la résolution de problèmes, l'étude de cas qui en est un cas particulier et l'apprentissage par projet. Il y en a de nombreux autres exemples. À l'étape du design, je vous ai dit un peu plus tôt qu'on pouvait distinguer le macro-design du micro-design. Le macro-design, on va aborder ça comme une démarche de design à l'échelle du cours. On peut assimiler ça à la démarche qu'on fait lorsqu'on planifie le plan de cours, par exemple, où on formule les objectifs d'apprentissage, on identifie les contenus essentiels. Quand on regarde le micro-design, on va regarder un cours ou une séquence de quelques cours, et là, on va faire vraiment une planification très détaillée de chacune des activités qui seront réalisées par les étudiants et des ressources qui seront utilisées. Le macro-design va recourir au concept d'enlignement pédagogique, c'est-à-dire la cohérence entre les objectifs d'apprentissage, les activités d'apprentissage et les activités d'évaluation formative et sommative. Les objectifs d'apprentissage, c'est votre ossature, c'est votre squelette qui doit tenir les activités d'apprentissage, les activités d'évaluation, qu'elles soient formatives et sommatives, et tout ça doit se tenir ensemble de manière cohérente. C'est ce qu'on appelle l'enlignement pédagogique. Le micro-design, c'est la planification fine et détaillée de chacune des activités, de chacune des ressources. Et là, il peut être, dans votre cas, particulièrement intéressant de vous demander s'il n'existe pas des ressources déjà existantes dans votre domaine d'études, pour votre niveau d'études. Par exemple, on a travaillé au collégial à l'université dans un projet qui s'appelle Mathématiques, dans lequel on a créé plus de 225 vidéos pédagogiques de grande qualité pour des cours de mathématiques du collégial, pour certains cours de mathématiques à l'université, où on a créé une banque de problèmes libres qui a plus de 1600 problèmes qui sont à votre disposition sous licence Creative Commons. Donc, on a de plus en plus de gens qui créent des ressources libres d'accès. Donc, avant de mettre beaucoup d'énergie à développer des vidéos, développer des ressources, ça vaut peut-être la peine d'essayer de regarder ce qui se fait dans votre propre domaine, à votre niveau d'enseignement. Et le MOOC devrait vous faciliter la mise en commun pour cet aspect-là. Une fois qu'on a fait le micro-design, on aboutit à une espèce de table des matières, une espèce de devis qui nous donne la liste du matériel qu'on doit développer, des ressources d'enseignement, d'apprentissage qu'on doit développer. Alors là, on part de cette étape-là pour pouvoir, je dirais que la table des matières, c'est l'analogie que je peux prendre, c'est l'aboutissement de la dernière étape, c'est le point de départ de l'étape du développement, où dans le fond, vous aurez à
développer le matériel d'apprentissage, le matériel pédagogique, les activités d'évaluation, les activités d'enseignement. Encore là, pour le développement, je dirais qu'il y a différentes façons de faire les choses. Si vous décidez de faire des présentations vidéo, on verra qu'il y a des façons très faciles de faire des présentations vidéo qui sont assez simples, un PowerPoint narré par exemple. Il y a des façons un peu plus complexes, comme ce qu'on fait actuellement. Et voilà, donc vous aurez à choisir des modes d'enseignement, des modes d'évaluation avec lesquels vous pourrez vous sentir confortable. Et il y a toute une panoplie de choix que vous allez pouvoir effectuer. Prochaine étape, c'est l'implantation du système, c'est-à-dire en fait l'implantation, l'expérimentation, la mise à l'essai de votre cours. Donc, nous ne nous rendrons pas jusque-là dans le présent MOOC, mais on espère qu'on va vous aider à planifier un devis détaillé puis à réaliser un certain nombre, à développer un certain nombre des ressources que vous aurez identifiées. La dernière étape, c'est l'évaluation des apprentissages et l'évaluation du dispositif. Et finalement, les résultats de l'évaluation du dispositif puis de l'évaluation des apprentissages vont alimenter une boucle de rétroaction qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir revenir sur votre design puis penser aux éléments qui pourraient être à modifier. Donc, en gros, le design pédagogique, c'est une démarche structurée de planification qui se décline en 5 étapes: l'analyse, le design, le développement, l'implantation et l'évaluation. Ça semble peut-être un petit peu formel, mais dans le cadre du MOOC, on va vous montrer une démarche de design pédagogique ludique, créative et amusante qui s'appelle ABCLD. À bientôt!